En 1929, le rêve américain a viré au cauchemar mondial. C'est l'histoire en fait d'une fête incroyable, suivie d'une chute absolument brutale, et ça nous laisse avec une question qui nous hante encore. Comment est-ce que tout a pu s'effondrer aussi vite? Alors, il faut s'imaginer l'ambiance. On est en plein dans les années folles. L'Amérique connaît une décennie de croissance, d'optimisme, mais un optimisme complètement débridé. C'est un contraste énorme avec une Europe qui se remet à peine de la guerre. L'automobile, le frigo, le jazz, l'avenir semble vraiment sans limite. C'était une fête et tout le monde pensait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Cette phrase, elle résume tout. Elle capture parfaitement la fièvre qui s'est emparée du pays. La richesse semblait à portée de main et la bourse, c'est devenu une obsession nationale. Des ouvriers aux cireurs de chaussures, absolument tout le monde voulait sa part du gâteau. Tous étaient persuadés que s'enrichir, c'était rapide, c'était facile et surtout que c'était garanti. Le problème, c'est que toute cette euphorie reposait sur une illusion. Toute la structure, en réalité, était bâtie sur de la dette et une confiance complètement aveugle. Et là, on arrive au point de bascule, juste avant que tout ne dérape. Bon, plongeons un peu dans cet âge d'or, qui était en fait illusoire. Comment est-ce qu'une nation entière a pu se convaincre que la prospérité serait éternelle? Est-ce que les fondations de ce boom étaient vraiment aussi solides qu'on le croyait? Regardez un peu l'ampleur de la montée. L'indice Dow Jones, qui est un peu le baromètre de Wall Street, il est multiplié par 4. Par 4 en seulement 5 ans. C'est une ascension vertigineuse, une bulle spéculative qui en fait était totalement déconnectée de la valeur réelle des entreprises. Et cette citation d'un des plus grands patrons de l'époque, ce n'est pas juste une phrase en l'air, elle résume l'idéologie du moment. L'élite, financière comme politique, martelait ce message. La prospérité, c'est un droit, c'est une garantie pour tout le monde. Et évidemment, ça a nourri une confiance aveugle qui a poussé des millions de gens à prendre des risques, mais des risques complètement fous. Et le cœur du réacteur, le voici. C'est un mécanisme financier qu'on appelle l'achat sur marge. C'est ça qui a permis à des millions d'Américains de la classe moyenne de se mettre à spéculer avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. En gros, ils ne déposaient qu'une toute petite partie de la somme totale. Sur le papier, la formule avait l'air magique. Tant que les cours montaient, c'était un jeu d'enfant. Mais cette simplicité cachait un piège mortel. Parce que si les cours chutaient, même un tout petit peu, il fallait rembourser le prêt immédiatement et en cash. Tout le système reposait sur cette idée un peu folle que le marché ne pouvait que monter, encore et toujours. Et bien sûr, une fissure est apparue. Voyons maintenant comment ce château de cartes s'est effondré, mais d'une manière incroyablement brutale. Et là, tout s'accélère en l'espace de quelques jours. Après un pic début septembre, le marché commence à tanguer. Le jeudi 24 octobre, qu'on a surnommé le jeudi noir, c'est la panique générale. 13 millions d'actions sont balancées sur le marché. Mais le coup de grâce, il arrive le mardi 29 octobre. Là, c'est l'effondrement total. En quelques jours seulement, 30 milliards de dollars partent en fumée. Pour se donner une idée de ce que ça représente, c'est 10 fois le budget fédéral américain de l'époque. C'est même plus que ce que les États-Unis avaient dépensé pendant toute la Première Guerre mondiale. C'est colossal. Et pendant ce temps, le président Hoover affirmait que l'économie était saine. Mais la réalité dans la rue, elle était apocalyptique. Du jour au lendemain, des fortunes entières ont été anéanties. Les gens découvraient horrifiés que les économies de toute une vie s'étaient tout simplement volatilisées. Mais le crash boursier, ce n'était en fait que le début. C'est l'étincelle qui a déclenché une réaction en chaîne et qui a plongé le pays et même le monde dans une crise économique sans aucun précédent. L'effondrement de la bourse crée une crise de confiance totale. Les gens se ruent aux banques pour retirer leur argent, ce qui fait couler les banques. Sans crédit, les entreprises ferment et licencient à tour de bras. Les chômeurs, eux, ne consomment plus, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. C'est une véritable spirale mortelle. Et le coût humain est effroyable. Le chômage atteint un pic de 25%. Concrètement, ça veut dire qu'un travailleur sur 4 n'avait plus d'emploi. 1 sur 4. Partout en Amérique, les signes de ce désespoir étaient visibles. Des files d'attente interminables devant les soupes populaires. Des bidonvilles, surnommés Hooverville, un peu par ironie envers le président, qui poussaient dans les parcs. Des familles entières qui voyaient leurs meubles jetés sur le trottoir. Et très vite, la crise a dépassé les frontières. En rapatriant leurs capitaux, les États-Unis ont littéralement étranglé l'économie allemande qui était sous perfusion de prêts américains. Le chômage a explosé là-bas, la misère s'est installée et ce chaos économique a directement ouvert la voie à la montée du nazisme. Face à un tel désastre, comment les dirigeants ont-ils réagi? Et surtout, est-ce qu'on en a tiré des leçons? Eh bien, deux philosophies se sont affrontées. D'un côté, le président Hoover qui refusait une intervention massive de l'État, et de l'autre, Franklin Roosevelt qui est élu triomphalement en 1932 en promettant une nouvelle donne, le fameux New Deal.
Alors, Roosevelt lance toute une série de programmes très ambitieux, des grands travaux publics, la création de la sécurité sociale, une nouvelle réglementation de la finance. Mais la grande question demeure, est-ce que ça suffit pour sortir de la crise? En réalité, la réponse est assez complexe et elle fait encore débat. Si le New Deal a clairement soulagé une partie de la misère, beaucoup d'historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que c'est la mobilisation industrielle massive pour la Seconde Guerre mondiale qui a véritablement mis fin au chômage et relancé l'économie américaine. En fin de compte, l'histoire de 1929 nous rappelle le danger d'une spéculation sans limite et d'une confiance aveugle dans des marchés qui ont l'air de ne jamais pouvoir baisser. Presque un siècle plus tard, alors que de nouvelles bulles se forment et éclatent régulièrement, la question reste entière. A-t-on vraiment tiré les leçons du passé ?